Bonjour, merci. Hey, bonjour tout le monde, content de vous retrouver ici. Fantastique, c'est l'heure du Hackfest. Les vraies affaires qu'on va jaser ici. C'est comme ça qu'on va pouvoir à ce moment-là faire avancer la cause de la cybersécurité, n'est-ce pas? Mettons ça comme ça. Alors, à tout l'auditoire, content de vous retrouver encore ici cette année. On a parmi nous encore là des gens d'actualité avec lesquels on va pouvoir explorer beaucoup de questions. Et malheureusement, nous n'avons que 50 minutes à consacrer sur ce gros sujet. Un gros sujet qui est justement, on parle ici donc de l'éducation en matière de sécurité de l'information. Puis Dieu seul sait que dans les 2 dernières années, les 18 derniers mois, on en a brassé pas mal d'informations pour dire le Québec évolue, la société a eu un besoin de combler justement le besoin de connecter, le besoin de se rapprocher pour le travail, étant distancié physiquement. Et là, ça a soulevé justement d'autres apports côté organisationnel, mais aussi des éléments, des sujets fondamentaux qui n'ont pas été résolus non plus, adressés adéquatement pour qu'on puisse savoir que demain, ça va être quand même beaucoup plus agréable à travailler. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les gens qui font partie de cette table plus ou moins ronde et pas mal carrée dans l'écran que je vois là, mais c'est pas grave, on va s'adapter. Alors, je vous présente Gabrielle Véraud, qui est forte d'études en biologie et candidate à la maîtrise en bioéthique. Gabrielle s'intéresse aux interfaces où humains et machines cohabitent. C'est faisable, ça? On est capable de faire ça encore? Certainement. Moi, je cohabite avec mon ordinateur actuellement. C'est une cohabitation humain-machine. OK, moi, j'avais des implants là, qui s'en venaient, comme les Borg, là, puis que... non, OK, on n'est pas rendu. Moi, j'attends juste ça d'avoir un implant dans ma main pour payer des trucs. Ça me fait capoter, moi, ces trucs-là. OK, on pourra discuter de ça aussi, parce que c'est intéressant comment est-ce que tu peux, en tout cas, interfacer avec ça à distance. Et c'est avec une vision écosystémique qu'elle aborde le monde numérique et ses composantes. Elle les approche comme des déterminants de la santé humaine, douée du sens des affaires. Elle s'intéresse de près au milieu entrepreneurial, notamment celui des startups. Gabrielle, bienvenue. Oui, merci. On a avec nous aussi Julie April. Julie, j'ai tout simplement trouvé que tu es conseillère pédagogique au Service national du récit et enseignante d'univers social et d'ECR. Ça fonctionne ça encore, l'acronyme ECR? J'ai hésité à le dire, mais... Oui, ça existe encore jusqu'à ce qu'un nouveau programme soit mis en place là, en 2022, mais... OK, donc c'est encore d'actualité, ça, là. Oui. Excellent. Et tu t'intéresses surtout à l'éthique, la philosophie, les TIC, les cultures, l'histoire et l'out of the box. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas moi qui ai écrit ça, je sais pas, t'as emprunté ça où, en fait? C'est vraiment out of the box. Oui, vraiment. C'est même out of my box, finalement. Mais j'aime beaucoup l'idée de créativité, de partage, de collaboration en éducation, on va dire comme ça. Ça fait bien du sens, ça. Excellent, bienvenue. Et on retrouve aussi Serge Tremblay, qui est actuellement le chef de projet de la mise en œuvre du Centre opérationnel de cyberdéfense au ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur, également responsable organisationnel au Centre de cyberdéfense. Auparavant, il était directeur des services TI au Centre des services scolaires de première seigneurie. Serge, j'ai quand même des grosses responsabilités. Ça va-tu bien dans ce monde-là? Oui, tout à fait. Pour commencer, bonjour Steve, bonjour tout le monde. Oui, ça va bien, mais comme vous en doutez sûrement, des incidents, il y en a régulièrement, hein, des fois des petits, des fois des plus grands. Serge, on peut avoir des scoops. Pardon? On peut avoir des scoops? Ah, vous savez, on est régi par la confidentialité de certains événements, donc ça. On peut vous parler de ceux qui sont publics, mais ceux qui sont pas. Juste entre nous autres, c'est pas grave, Serge, là, il enregistre même pas qu'on m'a dit, là. Ah, OK. Non, merci, Serge. On va essayer de t'étirer vers du nez un petit peu tantôt. OK. Et finalement, on a Luc Lefebvre, geek humaniste. Luc a plusieurs vies dans sa carrière et même fil conducteur, le service public, le bien commun, la protection de la vie privée, la défense de la démocratie, rien de moins. Et c'est un expert en la gouvernance de la sécurité de l'information, président et cofondateur de Crypto Québec. Ouais. Et de soir, Papa Ours Polaire en permanence. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, donc, on va quand même explorer beaucoup de matières. Puis, autant, Luc, toi aussi, t'embrasses sur une base quotidienne, là, je veux dire. Ouais. Il y a beaucoup de sujets. Puis, on en a, toi et moi, quand même, adressé beaucoup de ces sujets-là dans les derniers mois. Fait que je pense que celui-ci va être une bonne continuité de tes réflexions.
Oui, puis c'est le fun de voir qu'on est rendu là, en fait, surtout commencer enfin de parler là, de vie, comment on peut éduquer les jeunes et les gens, en fait, à la vie numérique. Là. C'est le fun qu'on soit enfin rendu là, après toutes ces années à en parler publiquement puis à militer, Ouais. là, on est enfin rendu là. Fait que ça, c'est le fun. Excellent. Ben oui, tout à fait. Et la façon que j'ai préparé, comment est-ce qu'on va en parler aujourd'hui? J'ai une série de questions, puis j'ai associé 2 personnes pour engager la discussion. Puis évidemment, ben, on pourra tous ensemble en parler. Pas moi, vous autres, parce que c'est vous autres, le stage vous appartient. Je vais juste modérer un peu le temps, parce que comme je vous dis, on a un temps très fini, environ 5 à 6 minutes par sujet. J'en ai 15 sujets comme ça. C'est correct? Non, mais il faut que je tienne ma réputation, que j'en mets trop, que pas assez. Fait que, pour ça, je dis j'en ai une quinzaine. Moi, tout ce que je retiens de ça, c'est qu'on va avoir une partie 2 éventuellement. C'est ça le but, il faut vendre justement, renouveler l'expérience pour ne pas se faire donner nécessairement justement un deuxième créneau, puis qu'on continue, puis les gens, je suis certain qu'ils vont en avoir beaucoup de questions. Fait qu'on va garder un peu de temps à la fin pour des questions de l'auditoire. Puis gênez-vous pas, si vous avez des questions, les gens, amenez ça dans le chat, et on va pouvoir le miauler un peu. Bon. Ensuite, donc, commençons par Julie et Serge, parce que la première question va dans ce sens. Qui va enseigner à des profs la matière de cybersécurité qu'on s'intéresse à retrouver dans l'élément scolaire? Donc, qui peut être visé par un programme de train the trainer, comme on dit en anglais? Bonne question. C'est un peu pour ça que je suis là, en fait, pour représenter ce côté-là de l'éducation, puis aussi pour mettre de l'avant que c'est pas dans aucun programme. Là, pour l'instant, quand on parle de cybersécurité, c'est nulle part, mais avec un bon moyen de rentrer dans les écoles, c'est déjà de sensibiliser les enseignants pour qu'on veuille porter ce message, parce que là, on est plus dans l'idée de la volonté que dans l'obligation ministérielle. Par exemple, c'est impliqué à certains endroits, là, dans le cadre de références numériques, c'est sûr que ça implique la cybersécurité, mais les profs ont beaucoup de choses à intégrer comme ça, un peu officielles, mais on the side. Ça va être difficile de faire rentrer ça systématiquement, du moins, là, dans les milieux scolaires. Je vais juste me permettre, Julie, justement, pour ça, je te faisais un clin d'œil avec l'ECR, parce qu'il a été lancé par certains politiciens de remplacer l'ECR avec des choses un peu plus diversifiées, incluant la matière de cyber-citoyenneté. Je pense qu'ils ont nommé ça comme ça. Citoyenneté numérique. Citoyenneté numérique, oui, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est comme ça que ça a été amené. Mais là, pour l'instant, on n'a aucune idée sur quelle forme ça va prendre, mais c'est souvent des contenus plus larges que prescriptifs qu'on retrouve dans nos programmes. Ouais. Fait que, moi, je sais pas, là, mais ça m'étonnerait de voir cybersécurité. Par contre, quand on parle d'enjeux d'avenir de l'humanité, bien, clairement, on peut inclure ça là-dedans, déjà dans notre programme actuel de CR. Quand on parle d'autonomie, bien, notre autonomie par rapport aux données personnelles, à qu'est-ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Déjà, il y a vraiment beaucoup de liens qu'on peut faire pour amener des notions de cybersécurité là, dans nos cours. C'est assez vaste aussi, là, ça peut toucher les sextos. Le sexto, on le retrouve dans les contenus d'éducation à la sexualité, secondaire 3, 4. Donc, il y a comme plein de liens qu'on peut faire, mais là, il faut les voir, il faut aller les chercher. Développement de la pensée critique aussi, ça peut être très... Oui. Ben, moi, en fait, c'est comme ça. J'ai fait des formations en cybersécurité auprès d'enseignants, puis c'est vraiment là-dessus que j'oriente l'idée, là. Développer la pensée critique de manière générale, mais aussi apporter des connaissances qui vont permettre d'appliquer la pensée critique au contenu là, plus de cybersécurité, cyberrisque. Et Serge, le contexte des commissions scolaires ou des centres de services maintenant, permet-il de faire ce genre d'intégration qui est souhaité, qui est expliqué ici? Ben, je pense que oui. Hein. Si, dans le fond, si on veut que les enseignants, parce que les enseignants vont avoir à diffuser peut-être un certain nombre de matériel à leurs élèves hein, pour les sensibiliser. Puis on sait, comme Julie l'a dit, là, le champ peut être très vaste. C'est une chose aujourd'hui, puis on sait que dans 5 ans, ça va peut-être être différent. Reculons de 5 ans, le portrait n'est pas tout à fait pareil en sécurité informatique. Là. Donc, c'est sûr que ça va évoluer. Moi, je pense qu'au niveau, un peu comme Julie le disait, chacune des organisations a des conseillers pédagogiques. Il y a même aussi des conseillers pédagogiques plus au national, au niveau du ministère, qui sont là, qu'on appelle les récits nationaux. C'est sûr que ça va prendre, exactement comme Julie, donc c'est sûr que ça va prendre probablement du matériel pour aider, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les enseignants soient tous des experts en cybersécurité et suivent l'évolution, parce que de toute façon, comme le dit Julie tout à l'heure, ils ont déjà beaucoup de choses à intégrer. Mais c'est certain que je pense qu'il y a des outils qui sont en place.
Ce qui va surtout être important, je pense, dans la formation, autant des enseignants que des jeunes, mais notamment dans des enseignants, c'est pas de faire une formation ou de la sensibilisation en sécurité une fois puis penser qu'on est bon pour toujours. Je pense que ça va être le rythme régulier qui va être important là, de maintenir parce que ça évolue beaucoup, ça change rapidement. Et il y a tellement de sujets à mener aux jeunes. Là. Je ne sais pas si on en parle tantôt, on va peut-être en parler plus tard, mais il y a tellement de sujets à leur amener pour qu'ils soient sensibilisés et surtout prudents, parce que c'est la prudence qu'ils vont devoir développer avec les années. Définitivement. Mais de toute façon, même si on en ferait une liste, qu'on énumérerait les sujets à toucher, la liste, ça serait à refaire le mois prochain, l'année prochaine certainement. Fait que, on n'ira pas là, par exemple, mais puisque tu abordes le sujet, Serge, puis j'aimerais ça entendre Gabriel juste après, la part de responsabilité d'enseigner la sécurité, la sécurité informatique, la sécurité des systèmes d'information. Quelle est la part que devrait faire le parent à la maison versus l'élève, en parallèle avec la responsabilité de l'institution d'enseignement versus l'élève, mais aussi le parent? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un gap générationnel, qu'il y a des parents qui ne savent pas comment dealer avec ça, puis le jeune vers qui va se tourner là, pour connaître qu'est-ce qu'il y a à savoir. Fait que ça, c'est comme ça que je crois qu'il y a matière aussi, de façon sociétale, à adresser ce que le parent ne sait pas. Là. Gabriel, si tu veux commencer? Oui, puis je suis vraiment contente que tu abordes ce sujet-là parce que du moment qu'on parle d'enseignement puis de rajouter une matière en classe, etc., moi, je suis fille de 2 enseignants. J'ai vu la charge de travail que c'est de monter des cours, d'être pédagogue à travers ça. Fait que j'ai vu des parents et j'ai vu des enseignants dans la même personne. Et j'ai moi-même été enseignante pendant 2 ans au primaire dans une autre vie qui était vraiment spéciale. Et justement, je ne peux pas m'empêcher d'avoir beaucoup d'empathie sur les profs et me demander, avec ce programme-là, autant d'un côté, je suis tellement pour qu'on apporte des notions de cybersécurité, de cybercitoyenneté aux jeunes. De l'autre côté, je regarde l'état du système d'éducation actuellement puis les revendications des professeurs sur leurs conditions de travail. Est-ce qu'on rajoute encore du matériel puis de la pâtée dans la gamelle déjà bien pleine des professeurs? Fait que là, on peut tout le temps se demander, OK, mais est-ce que c'est aux professeurs d'enseigner ça ou est-ce que c'est aux parents? La réponse, c'est que ça vient d'un peu des deux. Mais idéalement, il faudrait que les parents aient eu le même bagage éventuellement que les professeurs vont donner aujourd'hui. Probablement que les élèves d'aujourd'hui vont être des meilleurs parents demain pour pouvoir enseigner ces notions-là. Il va toujours avoir un gap. Et malheureusement, je n'ai pas l'impression que ni le côté éducation ni le côté parental peut venir pallier toutes les connaissances qu'un enfant a besoin d'avoir. Et l'importance des cours de CR, s'ils se mettent vraiment à enseigner la pensée critique puis d'aller chercher de l'information par soi-même, mais d'une bonne façon, c'est vers ça qu'il faut se tourner plus que qui doit l'enseigner. On doit aussi apprendre aux jeunes à apprendre par eux-mêmes et aller chercher la bonne information. J'ai l'impression que ça va permettre de faire des gains beaucoup plus importants au niveau de la littératie numérique des jeunes que de savoir à qui on l'enseigne. Comme tu disais, train the trainer, hein, à qui on l'enseigne pour l'enseigner, ben un peu des deux. On donne des bases au professeur, mais on doit donner aussi des bases à l'élève pour que lui, avec ce qu'il apprend en classe, il est capable d'aller reprendre cette information-là, s'informer de manière adéquate sur des sources qui sont adéquates, puis finalement s'empower lui-même. Donc, c'est une responsabilité partagée et je pense pas qu'il faut regarder seulement les professeurs et dire c'est votre travail. Regarder les professeurs et dire c'est votre travail. C'est un projet de société, la citoyenneté numérique. Dans cette ordre d'idée-là, Serge, est-ce que AlloProf, juste pour nommer cette plateforme, ce service-là, deviendrait un service d'appoint pour accommoder tout ce manque-là? Ben, sûrement, cette plateforme-là est tellement riche en contenu que c'est peut-être du contenu qui pourrait être mis là. La plateforme AlloProf est utilisée par les parents, notamment, par les élèves, mais par les parents pour aider justement les élèves dans leur parcours. Ben, je dirais que ça pourrait être un endroit, parce que je suis tout à fait d'accord avec Anne-Marie. Dans le fond, oui, c'est une responsabilité partagée. Hein. Les enseignants ne pourront pas y arriver seuls, les parents ne pourront pas y arriver seuls, ça prend une multitude de moyens. Puis oui, les parents sont importants dans l'équation. Ça va peut-être trahir mon âge, là, mais moi, quand j'étais jeune, ma mère me disait toujours de faire attention lorsque je sortais pour embarquer dans un véhicule de quelqu'un que je ne connaissais pas, etc. Ben, mettons ça au niveau de la cybersécurité, là, ben, il faut avoir un peu les mêmes réflexes de certaines choses qu'il ne faut pas faire. Ça, ce n'est pas l'école qui va l'apprendre, c'est les parents qui vont l'apprendre aux jeunes en répétant ces actions-là.
Parce qu'on l'oublie aussi quand on devient sécuritaire. Quand on devient plus confiant, on l'oublie, mais il ne faut pas l'oublier, il faut toujours être vigilant. C'est pas le travail de l'école d'élever les enfants, hein, c'est le travail des parents. L'école va éduquer, puis elle peut donner certaines bases, puis certains réflexes, mais c'est vraiment le travail des parents d'élever les enfants. Puis on parle de citoyenneté numérique, mais l'aspect de citoyenneté, là, je pense que ça, c'est beaucoup du côté des parents. Là. Julie? Julie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est intéressant à l'autre prof, mais il faut savoir aussi qu'ils sont très collés au contenu. Donc, si c'est pas dans le nouveau programme, clairement, ça ne sera pas forcément dans AlloProf. Et en plus, il y avait développé aucun contenu en lien avec le CR AlloProf. Donc, peut-être que c'est dans leur projet pour le nouveau cours qui s'en vient. Mais c'est quand même intéressant de l'aborder. Puis aussi, la perspective, comment on intègre souvent la citoyenneté à l'ère du numérique dans les écoles, dans le but que ce soit autonomisant, que l'élève, quand il se retrouve chez lui le soir, qu'il fasse les choix auxquels il a réfléchi, qui sont bons pour lui, bien, il y a toute cette notion-là de réflexion qui est importante à amener. Fait que des fois, passer du contenu, de dire « fais pas ci, fais pas ça », sensibiliser, ça apporte un certain niveau de compréhension. Mais après ça, pour que ça se manifeste dans les comportements là, à plus long terme chez les élèves, on va viser souvent le développement de l'autonomie. Puis on peut se questionner aussi sur comment est-ce que l'école peut contribuer à cette autonomisation-là. Je peux rajouter quelque chose aussi. Je pense que toute l'idée qu'on essaie d'emmener sur apprendre la pensée critique aux jeunes, à réfléchir par soi-même, j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui disait aussi d'apprendre à apprendre. Dans un monde où il y a une multitude d'informations, où tu es 24/7 avec une possibilité d'aller chercher une réponse, on peut dire qu'à l'époque, nous, quand on n'avait pas accès à tout ça, ultimement, nos sources d'informations, c'était les livres, les professeurs, nos parents, puis c'était pas mal ce cercle-là. Là, si j'ai une question, mon éducation ne dépend plus de mon cercle direct, ça dépend de qu'est-ce que je trouve sur Google. Fait que l'idée d'apprendre à apprendre, c'est aussi apprendre à discerner les bonnes informations des fausses et qu'est-ce qui vaut la peine d'être lu, qu'est-ce qui vaut pas la peine d'être lu. Donc, l'idée d'amener en amont, dans le système d'éducation, une pensée critique puis une façon d'observer le monde qui est plus neutre et pas de croire tout ce qu'on voit, devient encore plus important parce que justement, les sources d'éducation puis d'information sont plus sous le contrôle direct des enfants. Donc, l'idée de la pensée critique, c'est justement de l'armer contre la dope informationnelle qu'on a ces temps-ci. Puis, tu sais, dans les formations que nous, on donne beaucoup aux commissions scolaires ou justement aux parents puis aux écoles, généralement, là, une des premières slides, c'est en gros la sécurité, c'est avant tout une manière de penser. Puis je pense que c'est ça justement qu'on doit garder en tête quand on va décider à l'école justement leur apprendre la citoyenneté numérique puis comment bien se comporter en ligne. L'objectif avant tout, c'est pas nécessairement leur apprendre une technique, mais vraiment leur apprendre une manière de penser. Puis justement, la pensée critique, je pense, ça va jouer un rôle essentiel. Il faut développer les réflexes. Dans le fond, il faut développer les réflexes. Puis je vous dirais que tantôt, on parlait un peu du volet parents, là, mais dites-vous que les parents sont sur le marché du travail aussi. Hein. Donc, et sur le marché du travail, ce qu'on voit de plus en plus, qu'on regarde seulement dans la fonction publique avec les capsules de l'ATN, il y a déjà 4 capsules que chacun des employés du gouvernement provincial, ministère, organisme, réseau de la santé, réseau de l'éducation ont comme l'obligation de regarder. Et ça, on en vise du monde. Donc, si on recule de quelques années, cette sensibilisation-là n'était pas... oui, ça en faisait, mais là, maintenant, c'est plus structuré. Même dans les compagnies privées, il y a des programmes de sécurité aussi qui sont en place pour que les gens regardent des capsules. Donc, les réflexes, avec le temps, les réflexes vont se développer. Il faut être patient. Ça va se développer de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on va tous venir, tous ensemble, meilleurs là, pour avoir de bons réflexes. Il y a un danger aussi... Excuse-moi, Gabriel. C'est des changements générationnels quasiment. Là. Puis on sait qu'une génération, c'est 10, 15, 20 ans même avant que ça soit inné, ça soit un réflexe de société. Là. Puis je donne souvent l'exemple, l'adoption du détecteur de fumée dans les maisons. Il y en a encore qui passent au feu parce qu'ils n'en ont pas. Mais ça fait combien d'années que c'est répété à chaque année, au moins 2 fois par année de changer la batterie. Tu sais? Fait que ça va prendre du temps, je pense, Gabriel. Oui, en fait, par rapport à l'idée qu'on a beaucoup d'informations puis qu'on peut avoir les réponses rapidement, mais les parents sont concernés par ça aussi. Les parents sont tout aussi victimes de l'excès d'informations puis de sursollicitation par tous les médias sociaux puis les médias d'information tout le temps. Donc, si eux ne sont pas plus équipés pour être armés sur la pensée critique, etc., là, le phénomène de chambre d'écho qu'on peut voir dans les forums puis dans les réseaux sociaux, ça peut devenir carrément un phénomène familial aussi.
Fait que cette chambre d'écho-là devient aussi physique et ça devient au-delà du mur de juste sur Internet. Ça se transfère aussi sur la vie physique puis sur la façon qu'on interagit tout le monde ensemble. Donc, c'est faux de penser qu'une citoyenneté numérique, je trouve que personne ici a dit que c'était faux, mais ça pourrait être une méconception, qu'apprendre à se comporter sur Internet, c'est pas apprendre à se comporter dans la vie physique aussi. Ils sont trop rendus interreliés. D'où l'importance encore plus d'amener ce pan d'éducation-là dans la vie de tous les enfants et de tous les jeunes, parce que c'est pas juste d'apprendre à exister avec son ordinateur, c'est d'apprendre à exister entre nous via l'ordinateur. Donc, les parents aussi devraient avoir peut-être une petite mise à jour. Je sais pas exactement comment on peut s'y prendre. Ça, c'est les gens de l'éducation qui vont pouvoir me dire comment on éduque des parents qui sont plus dans un système scolaire. Ouais. Julie, tu voulais intervenir? Ben, Gabrielle, je t'enverrai plein de cœurs. C'est un petit emoji de cœur, ce que tu viens de dire. Là, la citoyenneté à l'ère du numérique, c'est la citoyenneté tout court là, maintenant. Mais moi, j'aimerais ça mettre une petite crainte parce qu'on fait le lien avec le nouveau cours là, qui s'annonce. Puis j'aimerais ça rappeler aux gens qui sont là que le cours de CR là, pour la majorité des niveaux, c'est 1h15 par semaine qu'on a avec les élèves. Oui. Pour traiter de nombreux sujets. Puis là, on parle de plein de thèmes qui veulent être intégrés au nouveau cours. C'est aucunement prévu que le temps d'enseignement soit augmenté. On n'ira pas enlever du temps dans d'autres matières pour l'ajuster. Donc, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que depuis les dernières années, au Récit, on travaille le développement de la citoyenneté à l'ère du numérique. Puis on essaie de pousser l'idée que c'est l'affaire de tous. Et dans toutes les matières, là, on peut intégrer ça. Même si on parle d'art plastique, ben là, toute l'idée des fausses nouvelles, des images modifiées, ça pourrait être une occasion comme d'aborder ça dans ce contexte-là. En sciences, on a une activité là, qui part d'une vidéo qui met en scène l'utilisation d'expérimentation scientifique, mais ce n'est que du fake, finalement. Fait que ça fait travailler la pensée critique des élèves. Ils l'expérimentent eux-mêmes, ils se rendent compte que ça mène à rien leur expérience. Mais ils ont tout cru au début, dur comme fer. Fait que finalement, il y a comme plein de matières où on peut l'intégrer. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas faire reposer ça sur les épaules seulement là, des profs d'éthique et des profs du futur cours qui s'en viennent. Bien, à ce moment-là, Julie, je reprends la balle au bon, justement. Jusqu'à quelle profondeur technique faut-il aller dans l'enseignement? Serge et Luc, j'aimerais savoir votre opinion là-dessus parce que j'adore l'idée de dire amener ça en art plastique. Conventionnellement, c'est faire du fusain sur une petite feuille. Je veux dire, ça, c'est mes expériences d'art plastique. Je n'étais pas très fort. Mais si on amène ça dans le côté numérique, faut-tu nécessairement intégrer ça à de tels cours qu'on l'on dit conventionnels, mais de façon globale à la discussion? Jusqu'à quel point il faut aller parler de la technologie, puis il faut-tu parler justement, c'est quel groupe de cybercriminels chinois qui est derrière, ou bien on l'a fait à un niveau conceptuel, messieurs? C'est une excellente question, en fait, mais c'est sûr que je pense qu'il y a certains sujets qui doivent inévitablement se retrouver là-dedans de manière générale. Tu sais, je pense notamment, il y a un sujet qu'on aborde tout le temps quand on fait des formations dans les écoles, puis à chaque fois, autant les parents, les élèves sont étonnés, ils n'étaient pas au courant. Tu sais, par exemple, la série de tubes, It's a series of tubes, là, comment Internet fonctionne, là, la plupart des gens connaissent pas le fonctionnement d'Internet. Ils savent pas qu'il y a des tubes sous-marins qui passent en dessous de l'eau, puis que c'est tout interconnecté. Puis les gens, ils savent pas. Ils ont aucune idée. Fait que, tu sais, à la base, là, ça devrait être dès le début. Tu sais, le fonctionnement d'Internet devrait être quelque chose qui est comme éduquer. Le petit côté technique là, devrait être enseigné dès le début. De un, je pense que ça l'informerait les jeunes sur comment ça fonctionne, puis le fonctionnement du voyage de l'information, si on veut. Mais aussi, peut-être que ça l'allumerait certains jeunes par rapport justement au côté plus technique, justement, peut-être la programmation ou le côté un peu plus technique. Fait qu'on pourrait peut-être déjà aller allumer certains jeunes, là, si on veut. Mais c'est sûr que je pense que définitivement, ce côté-là doit être là. Ensuite, il doit avoir probablement certaines bases, mais là, c'est ça, dans le fond, comme Julie disait, là, ils ont déjà tellement de contenu. Tu te dis, est-ce que tu leur parles, genre, tu leur fais-tu parler de la triade, confidentialité, intégrité, accessibilité, ou tu sais, oui. C'est la base, tu sais, mais tu te dis, mon Dieu, ils ont quel âge quand ils prennent ces cours-là? Je veux dire, ils vont tous s'en souvenir quand ils vont être rendus à 22 ans, tu sais, aussi. On va être ancré parce qu'à chaque année, tu en parles. Ben ouais, c'est ça. Mais bref, tu sais, à voir si on va aller autant dans ce détail-là, mais si on décide d'y aller, il y a quand même certaines bases qui devraient être nécessaires en InfoSec, c'est sûr. Je pense que la triade, ça serait un bon exemple, là, où, tu sais, les données au repos, les données en transit, ça pourrait être important. Ou, tu sais, qui est derrière une application? Tu sais, genre, qui a développé TikTok, mettons? Est-ce que vous êtes capable de savoir? Est-ce que vous êtes capable d'aller chercher? Genre, quand vous téléchargez une application, là, c'est qui est en arrière? Est-ce que vous avez les informations? Tu sais, peut-être des petites... des petits trucs de même, là, je pense, inévitablement. Ben, ultimement, ça revient à la pensée critique. Hein? C'est leur amener à se poser des questions.
Puis, il faut juste les guider dans comment bien se poser les questions, ultimement. Là. Mais bref, mais je pense qu'il faudrait au moins commencer par la base. Là. Ça, c'est définitif. Là. Serge, ton expérience terrain, t'as dit quoi? Ben, un peu dans le même sens que Luc. Hein. C'est sûr qu'il y a des choses, là, quand on prend des sujets, je dirais, peut-être un petit peu plus touchés ou qui a besoin de plus d'informations, ça va peut-être prendre des cours ou des informations spécifiques. Mais quand on pense à des réflexes, ben ça, c'est sûr que ça pourrait être transversal. Un exemple, mettons qu'on est dans une école primaire, bon, on sait en maternelle, peut-être première année, peut-être plus en première année, là, les jeunes vont utiliser peut-être pour la première fois, s'ils ne l'ont pas fait à la maison, un ordinateur avec un mot de passe, parce qu'à la maison, il n'y a pas toujours des mots de passe. Bien, déjà, de commencer à dire, de ne pas le dévoiler à d'autres, tu sais, commencer à donner certaines informations comme ça, puis ça, là, c'est des choses que ça ne prend pas nécessairement une spécialité pour le dire, c'est seulement des rappels. Donc, l'équipe école ensemble pourrait avoir une liste de thèmes en début d'année que tu répètes jusqu'en 6e année. En secondaire, tu n'as pas nécessairement de répéter ça, peut-être même en 5e, 6e année, s'ils se l'ont fait dire pendant les 4 années précédentes. Mais il pourrait y avoir des listes de sujets comme ça, graduels, qui sont transversaux, qui n'ont pas nécessairement besoin de la spécialité de quelqu'un en technologie ou qui a été se former sur le sujet précis. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être faisable à intégrer. Mais encore là, c'est toujours dans la tâche que ça rentre, ça s'ajoute, bien sûr. Il faut en être conscient. Mais c'est important. En 2021, je pense qu'on ne peut plus passer à côté de ça. Il faut qu'il y ait discussion avec les intervenants à premier abord. Je veux dire, on serait les 5 ici à designer un plan, puis avec la matière, puis toutes les meilleures intentions possibles. Puis si les intervenants sur le terrain, les enseignants, ne se voient pas capables de le livrer, ben ça va être comme si on n'aurait rien écrit, là, puis on va passer à côté de l'objectif. C'est normal. Mais ça m'amène à poser la question, justement, est-ce que ça va accentuer la pénurie de main-d'œuvre, Gabriel et Julie? Est-ce que ça va faire en sorte qu'il y a des profs devant un ajout, justement, de matière à enseigner ou d'approche qui ne maîtrisent pas eux-mêmes, que souvent sont à la base aussi de mauvaises pratiques parce qu'ils sont d'une autre génération. Ils se disent, c'est pas grave, tu peux donner ton mot de passe à ton collègue puis on va continuer comme ça au lieu de faire les bonnes approches, les approches d'usage. Ça va-tu faire peur à d'autres profs ou bien ça va l'encourager à venir se joindre à la mission d'éducation, justement? Julie, vas-y, c'était directement dans le milieu de l'enseignement. J'ai déjà un doute à ce que ça ait un impact, sincèrement. Je pense pas que des enseignants vont quitter pour ça ou c'est assez fréquent en éducation, en fait, qu'il y a des ajouts. Ils ont ajouté des contenus à la sexualité il n'y a pas si longtemps, l'éducation à la sexualité. On a les COSP au secondaire aussi à intégrer, des contenus en orientation professionnelle. Puis, il n'y a personne qui vient vraiment voir au-dessus des personnes là, ce qui est fait en classe. D'après moi, ceux qui sont intéressés vont l'intégrer d'une manière ou d'une autre. Mais je pense qu'il y a comme un gros pouvoir quand même aux organismes. Puis, je m'adresse à vous, entre autres, mais à tous les gens qui sont là. Puis, il y a moyen peut-être de vulgariser cette information-là, de vulgariser les concepts, de créer des outils qui vont pouvoir être utilisés en classe. Parce que c'est sûr que quand il y a une petite vidéo de quelques minutes qui va expliquer la triade dont tu parlais, par exemple, Luc, puis qu'après ça, on peut partir de ça pour faire une activité. Déjà, là, c'est comme vraiment plus intéressant. Puis, il y a un gros travail de fait. Ça contribue aussi à la compréhension des enseignants, des acteurs du milieu. Parce qu'on comprend certaines notions, mais comme tout le monde, on a de la formation continue aussi là, qui nous rappelle. Là, c'est le mois de la cybersécurité. On avait des capsules à regarder. Qui les a regardées? Bon, très peu. Qu'est-ce qu'on en a retenu? Bah, est-ce qu'on a changé nos pratiques? C'est une autre histoire. Moi, ça fait depuis cet été que je travaille sur une formation cybersécurité. Puis ma mission, c'était avant de commencer à animer une formation, d'avoir un gestionnaire de mots de passe. C'est aussi simple que ça. C'est toujours pas fait. Je suis consciente, mais j'ai la difficulté à changer mes pratiques et à concrétiser ça. Donc, il y a un gros travail pour que ça se concrétise en action, je pense. Il y a quelqu'un qui écrit dans le chat, je l'entends. Ma peur aussi, avec toute l'idée d'amener ce genre d'éducation-là à l'enfant, c'est pas nécessairement que les profs soient pas équipés ou encore qu'ils soient pas intéressés à leur matière. Ça, je suis assez confiante pour avoir vu des enseignants juste apprendre du nouveau contenu puis juste comme être dévoués à leur carrière. C'est pas ça le problème tant que ça, c'est aussi est-ce que ton élève va être réceptif. Comme tu disais, Julie, tu as 1h15 par semaine, puis je vais vous faire une confidence à vous et vos 450 000 auditeurs.
Moi, mon cours de CA, c'est un cours de dessin. je dessinais énormément dans ce cours-là, puis j'écoutais pas, c'était pas un cours qui était nécessaire, ni de ce qu'on m'apprenait, ni de la façon que c'était évalué ou quoi que ce soit. C'était un free token, ça, quand j'étais à l'école. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais à 1h15 par semaine, si l'élève n'est pas présent d'esprit, le prof aura beau être le mieux équipé possible, on est le meilleur programme au monde, si l'élève n'est pas là, puis qu'en plus, tu as ton prof en avant de toi avec qui tu as un gap générationnel, t'es comme, c'est pas toi qui vas m'apprendre à utiliser mon TikTok. Ben, ça se passera juste pas. Fait que l'idée, c'est d'amener cette éducation-là. Est-ce que par 1h15 par semaine, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que une refonte du cours de CR, c'est la bonne méthode pour amener cette awareness auprès des jeunes? Puis, ça me fait penser aussi, je pense que, tu sais, là, on parle beaucoup on en met beaucoup sur le dos des profs, mais je pense que aussi, tu sais, éduquer les jeunes à la citoyenneté numérique, ça demande aussi un apport de pas mal tous les acteurs de la société civile. Puis, tu sais, les médias doivent participer à ça. Tu sais, si on veut intéresser les jeunes, je pense que, justement, une des bonnes manières de faire ça, c'est d'amener la sécurité de l'info dans les médias. Si les médias en parlent, puis ils rendent ça intéressant pour les jeunes arrivent à l'école, puis ils sont peut-être plus allumés. Tu sais, je donne l'exemple. Il y a quelques années, on avait fait une entrevue avec Marie-Ève Tremblay à Radio-Canada pour Code Sensible avec Geneviève La Jeunesse. Puis genre, en 10 minutes, elle avait hacké son compte Facebook. Puis elle avait fait aussi une autre capsule de 10 minutes. Elle montrait comment on pouvait hacker son cellulaire puis avoir accès à prendre des photos puis ce genre de choses-là. Mais ça, ça l'a allumé full les jeunes. Genre, on avait plein de questions de jeunes à ce niveau-là. C'est parti des médias. Plus médias mainstream, puis ça s'est rentré ensuite dans les écoles, puis au niveau des commissions scolaires, puis là, on a commencé à avoir plein de questions là-dessus. Fait que je pense que, tu sais, on en met beaucoup sur le dos des profs, mais aussi, je pense que ça va aussi demander la part de pas mal d'autres acteurs aussi de la société civile, là, si on veut former des citoyens numériques qui ont de l'allure. Là. Mais sans dire les médias, Luc, aussi, là, ça peut être la production justement de matériel statique. Puis après ça, comme l'ATN qu'on le mentionnait tout à l'heure, qui a été identifié comme le véhicule principal jusqu'à présent, ben, à ce moment-là, s'il y a une banque de ressources comme ça, comme vous avez produit vous autres, là, à ce moment-là, les profs étant connaissants, parce que j'en ai vu des profs au cégep, ça ne savait même pas qu'il y avait des ressources comme le Centre de cybersécurité du Canada qui ont une multitude d'informations pour monsieur et madame tout le monde, pas juste l'entreprise, mais bien pour le citoyen, qui ne savait même pas l'enseigner dans son cours normal. Puis je l'ai rencontré sur un cours du soir. Puis ça a été une révélation pour lui que j'y apprenne ça. J'ai trouvé ça pathétique parce qu'il enseigne ça, il est payé pour faire ça, je veux dire, dans son temps plein. Là. Fait que ça, on part de loin. Fait que si on parle côté universitaire, c'est moins pire, je trouve. Mais côté cégep, côté secondaire, côté primaire, est-ce qu'il faut aller même débuter au primaire, puis oui, faire, comme on disait tantôt, sur une vingtaine d'années, la perspective d'enseignement de cette matière-là, l'intégration, l'intégration de cette culture, parce que j'en parle cet après-midi, la culture, comment est-ce qu'on amène à changer une culture, à faire de la protection d'information, être conscient de sa vie privée, être conscient du consentement aussi, parce que, tu sais, je m'en vais là avec ma question pour vous autres, jusqu'à quel point que les jeunes, pour demain, tu sais, rappelez-vous les cours, peut-être il y en a pas eu, il y en a qui n'ont pas eu ça, le cours d'économie familiale. Ben, moi, j'étais content dans ma jeunesse où on se faisait montrer comment faire un chèque, c'est quoi gérer un compte de banque, tu sais. Ils n'ont pas ça aujourd'hui. Mon Dieu, moi, j'ai fait des boxers. J'ai fait économie familiale, j'ai pas appris des trucs pratiques de même, moi. J'ai scrappé mes boxers, Luc. Le bit-poche mural, je pense que c'était encore à la mode, tu sais. Mais ça, c'est la couture qu'on faisait du temps. Mais après ça, apprendre à faire justement sa gestion financière personnelle, ça a comme été dilué avec le temps. Et c'est là que je le mets en comparatif, en contraste. La sécurité de l'information, est-ce qu'elle doit être au même plan justement que cette gestion de base de notre économie, donc la gestion d'information aussi? Est-ce qu'on pourrait amener ça jusqu'à ce point-là? Il y a un cours d'éducation financière qui a été créé. Maintenant, c'est secondaire 5. Indépendant, OK. Oui, il y a un cours pour tous les secondaires 5 obligatoire d'éducation financière maintenant. Ah, nice, OK. Bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. À ce moment-là, Julie, est-ce que là, tu sais, je l'amenais dans le cours de secondaire 3 dans mes années à moi, là, puis à Serge. Puis on se disait donc que c'est un cours parmi toutes sortes de notions de base pour évoluer dans la vie. Est-ce que ça devrait être justement un cours distinct, comme tu viens de citer, Julie, pour que ça puisse être reconnu comme étant la matière à suivre, ou bien on l'intègre dans un tout, comme on dit depuis tout à l'heure, citoyenneté numérique, ça comprend la finance, ça comprend la sécurité de l'information. Juste citoyenneté? Mais... Ah, ben oui, exactement. Mais comme Gabriel le disait tantôt, c'est tellement implicite partout
dans la citoyenneté que pourquoi on faire un cours distinct. Présentement, je fais un accompagnement avec un prof de sciences et on parle de l'impact environnemental du numérique. C'est directement collé au contenu de sciences secondaire 4. Ça ne dit pas dans le programme parler de l'impact environnemental du numérique, mais ça dit parler des matériaux, parler des enjeux éthiques soulevés par l'utilisation des matériaux dans la création de cellulaires et tout ça, l'utilisation des données aussi a un impact. Et finalement, il y a comme plein de liens à faire avec les programmes qui existent déjà. Moi, je pense que c'est vraiment une porte d'entrée là, plus réaliste peut-être que de vouloir créer un nouveau cours là, en supplément. Ça touche à tout. Fait qu'une fois qu'on voit les liens, je pense qu'on devient un peu gagnant, mais que peut-être que les gens des organismes voient plus de liens que même nous, on ne voit pas, puis qu'il y aurait des collaborations là, qu'on pourrait faire pour créer du matériel en lien avec les contenus disciplinaires, mais qui impliquent des notions de citoyenneté à l'ère du numérique. Puis de façon plus moderne aussi, en général, dans les relations de travail, les relations professionnelles, on parle de plus en plus d'équipes multidisciplinaires et de valoriser l'interdisciplinarité, en particulier à cause de l'arrivée du numérique qui fait en sorte que tout le monde est tous connecté tout le temps, c'est comme connecté sur une belle toile. Donc, le fait d'amener juste un cours séparé, juste sur le numérique, puis le reste du temps, on n'en parle jamais, c'est un peu incohérent. Justement dans cette espèce de paradigme-là où on tombe vraiment plus dans des discours interdisciplinaires, multidisciplinaires, où on fait travailler plusieurs personnes en même temps, justement pour représenter toutes les parties prenantes, puis essayer d'éviter d'avoir des biais, ce qui est excessivement important quand tu parles de numérique. Si tu parles de juste enseigner en silo la citoyenneté numérique, ça ne peut pas marcher aussi bien que si tu l'intègres, par exemple, dans un cours style économie familiale. Bon, mettons qu'on revient dans l'ancien temps, mais qui pourrait t'apprendre un peu les comportements de la netiquette quand tu te comportes avec des gens sur les réseaux sociaux, quand tu tombes plus mettons le cours d'éducation financière, par exemple, justement, la protection de ces renseignements dans le monde financier, quand tu fais des trucs sur Internet quand tu bouges l'argent, des trucs comme ça peut être important. Fait que j'ai l'impression qu'un apprentissage vraiment plus multidisciplinaire, comme on cherche à faire valoir dans le milieu professionnel actuellement, pourrait être aussi très bénéfique à l'éducation de la citoyenneté numérique. Moi, je pense que s'il y avait un cours spécifique, puis imaginez là, que tu as 1 heure par semaine qu'on parle de numérique ou de cybersécurité ou peu importe le sujet, mais toujours en lien avec le numérique. Si c'est ça pendant 6 ans au primaire puis ensuite au secondaire, on va peut-être un peu brûler le produit, dans le fond. Les gens, il y a du contenu, oui, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a du contenu pour alimenter autant? Oui. Et je pense qu'intégrer à un autre cours ou intégrer à d'autres choses, puis d'avoir Parce que l'important, là, c'est, oui, il faut parler de plein de choses, mais je pense que l'important, ça va être beaucoup plus dans la régularité et de le faire avec l'évolution, avec l'âge des jeunes lorsqu'ils vont avancer aussi dans leur parcours. Parce qu'il y a des sujets qui sont moins appropriés pour un jeune, qui vont l'être beaucoup plus. Tu sais, quand on parle de la protection des renseignements personnels, à 8 ans, c'est peut-être, oui, on peut commencer à se faire sensibiliser, mais rendu à 15 ans, je pense que là, ça peut être une autre paire de manches. Là, puis ça va servir pour plus tard, parce que on le sait, là, tantôt, il y a un scoop là, sur des incidents, mais tu sais, des incidents à porter, là, où il y a de l'information personnelle qui est perdue, ou peu importe, on a juste à penser à l'événement Desjardins. Mais vous vous en doutez sûrement, il y en a des beaucoup plus petits qui ne sortent pas nécessairement dans les médias. Mais ça peut être régulier, ce genre d'incident-là. Donc, vous voyez, là, c'est déjà un sujet de renseignement personnel qui serait discuté au secondaire dans les âges plus avancés, mais va avoir beaucoup d'effets sur le marché du travail par la suite et dans la vie quotidienne de ces jeunes-là. Et serais-tu d'accord, Serge, avec l'énoncé, comme Luc apportait tout à l'heure, qu'il y a un tronc commun, donc la triade qu'on parlait d'AIC, d'apprendre cette base-là, et après ça, on la répartit dans toutes les matières? Tout à fait. Je ne suis pas un spécialiste en pédagogie, mais c'est sûr que si ça peut être fait plus de façon transversale, ben, ça va faciliter les choses. Là. Il y a des messages qui peuvent être faits d'un peu partout. Mais encore là, comme je vous dis, je ne suis pas un spécialiste en pédagogie, donc les spécialistes pourront sûrement trouver là, des façons de faire passer ces messages-là de façon transversale. Ben, Julie, justement, qu'est-ce que tu en dis? Ben, c'est sûr que c'est un beau mandat, mais il faut toujours trouver la porte d'entrée. Je pense que c'est ça aussi. OK. Oui et non, mais on ne pourra jamais vraiment l'obliger. J'ai l'impression que ça va même au-delà des contenus disciplinaires, au-delà d'un cours. Les élèves ont accès à un ordinateur à l'école. Ils ont un mot de passe.
comment est-ce qu'on gère ce mot de passe-là? Parce que moi, dans les écoles que j'ai vues, là, c'était dans l'agenda, parce que là, on s'entend, les élèves les oublient, ces mots de passe-là, puis là, le prof ne veut pas gérer ça, puis c'est tout à fait normal, là. Puis il utilise vraiment le même mot de passe partout. C'est écrit dans l'agenda. L'élève qui est à côté, il le voit, l'agenda, il l'oublie sur le bureau, on peut... Donc, il y a déjà comme des notions de cybersécurité qui sortent des cours qui mériteraient peut-être de prendre plus de place, d'être réfléchis, parce que c'est pas facile non plus de trouver des moyens d'être efficace en cybersécurité là, dans le contexte scolaire, justement d'amener toutes ces notions-là de protection de la vie personnelle, de gestion des mots de passe, je t'envoie faire une tâche, une vidéo, partage-moi cette vidéo-là. Même moi, comme prof, je ne suis pas trop consciente là, du partage que ça pourrait impliquer. On utilise l'application Flipgrid. Est-ce que c'est sécuritaire? J'espère. Je ne sais pas trop. Il y a aussi tout le côté pratique de ce que tu viens de décrire, mettons, d'avoir le mot de passe dans l'agenda. Tu as un élève qui est TDAH, qui oublie tout le temps son mot de passe, qui n'est pas capable de s'en rappeler. À un moment donné, le professeur là, qui en a 32 autres, puis qui a peut-être d'autres classes, puis qui a plein de trucs à gérer, il est toute année de le gérer, le mot de passe de ce jeune-là. Fait, of course, que la notion de cybersécurité, à ce moment-là, va prendre le bord, puis elle va faire, regarde, il va être écrit là, c'est fini, Jérémy, là, il est là, ton mot de passe. Sur le tableau, puis ils ont tous le même mot de passe. Ça devient difficile sur le terrain. Une fois que tu es dans la situation, que tu as 32 jeunes qui te regardent, puis il faut que tu les tiennes, dire, non, cybersécurité, partagez vos mots de passe, il faut que tu les retiennes, Jérémy, ça ne marchera pas. Fait il y a comme tout le côté pratique aussi, là. Juste récemment, avec le déploiement de paquets de cliniques de vaccination, comment est-ce qu'on a vu de fois que sur le terminal sur lequel entrait l'information pour le vacciné qui arrivait à la clinique, je veux dire, c'était écrit avec un pitoche, là, puis on a dénoncé une couple de ces situations-là. Puis pourtant, c'est des adultes là, qu'on s'entend dans le sens qu'ils savent ce qu'ils font, etc. Mais le focus n'était pas sur, justement, gérer le mot de passe. C'était sur servir la personne. Le premier rempart à la cybersécurité, qui est mon implication personnelle à ma cybersécurité, votre implication personnelle, souvent, c'est le premier qui prend le bord parce qu'on veut économiser 2 secondes. Fait que ça aussi, il y a un gros travail de revalorisation de ces pratiques-là d'un point de vue personnel, puis de rendre ça important, que la cybersécurité, c'est pas juste une question de pare-feu puis d'antivirus, c'est une question de comportement. Oui. Ça fait partie de la citoyenneté numérique aussi. Puis ça, on est tous coupables de grosses entraves à la cybersécurité au nom de sauver 2 secondes. Mais par contre, mesdames, messieurs, il faut que j'invite les gens à poser des questions s'il y en a avant la fin, parce qu'on approche déjà le 13h20, ça va vite. Mais la dernière question qui tue, et la question vraiment de subsistance que je me suis gardée pour la fin pour tout le monde, est-ce que le nouveau ministère de la cybersécurité du numérique saura orchestrer tout ça élégamment? Je vais essayer de tomber pas dans le cynisme. Mais c'est le ministère qui va être il va continuer qu'est-ce qu'il a déjà entamé, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Ouais. Mais après ça, avec qu'est-ce qu'on vient de jaser, est-ce que ce serait le rôle de ce ministère-là de disséminer justement l'information pour les formations qu'on parle? Ben, c'est sûr que le ministère a un rôle à jouer. De ce que je comprends, probablement que le ministère de la cybersécurité va jouer, c'est le rôle central. Toutes les COCD, inévitablement, vont être reliés au CGCD qui va être sur le nouveau ministère de la cybersécurité. Fait que probablement que le ministère pourrait avoir un rôle à jouer pour aller justement... je ne sais pas si ça pourrait être les COCD pourraient jouer un rôle là-dedans, justement, aller former le staff, autant les professeurs que les employés dans les écoles, ce genre de choses-là au niveau de la cybersécurité. C'est sûr que je pense que le ministère de la cybersécurité a un rôle à jouer. Est-ce qu'ils sont prêts maintenant? Non, je pense pas. Ultimement, le nouveau ministère, c'est juste en ce moment, là, c'est juste un ramassis d'entités qui existaient déjà. Là. Mais je pense que le ministère est super bien intentionné. Je pense qu'il y a une belle vision. Puis, et mon Dieu, je suis dans l'optimisme, ça m'étonne. Mais je pense qu'à terme, on va y arriver. T'sais. Il y a de l'espoir. J'ai de l'espoir, oui. Julie, Serge, n'importe qui. Si je peux me permettre, même si je ne suis pas ni Julie ni Serge. Je vais nuancer mon propos de tantôt, ça dépend c'est qui. Maintenant, je vais dire ça dépend de qui il s'entoure. Et vous vous rappelez, tantôt, j'ai fait référence à des équipes multidisciplinaires qui ont parlé de numérique et en général, quand on essaie justement d'avoir des programmes complets qui couvrent tous nos biais, puis tous nos angles morts, je pense que la clé va se jouer là. C'est est-ce que ce nouveau ministère-là va être capable de s'entourer d'une équipe qui n'est pas seulement des informaticiens ou juste des gens en cybersécurité, mais aussi des gens qui sont plus humanistes, aussi des enseignants, des gens qui sont aussi dans le milieu de la littératie numérique et qui font attention à ce que tout le monde soit sur un pied d'égalité
en tant que citoyens dans leur capacité numérique et la capacité d'utiliser les outils qui sont à leur disposition. Si on a un ministère du numérique qui ne fait pas d'empowerment au niveau citoyen, on n'aura pas un bon ministère parce qu'il ne saura pas à qui il s'adresse, puis il ne s'adressera peut-être pas à personne au final. Donc, je pense que la clé pour ce prochain ministère-là va être encore pour lui aussi une multidisciplinarité et aussi un bon plan de travail où il n'oubliera personne, autant dans son équipe qu'au niveau citoyen. Donc, je pense que la clé va être là pour lui aussi. Nice. Serge? Ben, je ne peux pas répondre à toutes les questions parce qu'on n'a pas encore tous les détails de tout ce qui va se passer avec le nouveau ministère. Et quel serait ton souhait, mettons, là? Pardon, mais assurément qu'il y a des choses qui sont déjà débutées, hein, qu'on regarde en ce moment dans la structure actuelle avec la mise en place du centre gouvernemental en cyberdéfense, les centres opérationnels en cyberdéfense. Ce sont, d'après moi, des choses qui vont se poursuivre. Il y a des mesures de sécurité, des directives qui ont été mises en place tantôt, comme l'ATN, l'Académie de transformation numérique. Entre autres, c'est une des mesures. Là, on a, dans l'appareil public, il y a des mesures de sécurité minimales qui ont été émises et chacun des ministères et organismes doit avancer et atteindre là, les objectifs qui sont fixés au niveau de ces mesures-là. Bien sûr, pour ce qui est le volet éducation, le volet des jeunes, ben, le ministère de l'Éducation, à mon avis, aura toujours sa responsabilité. Je ne pense pas que le nouveau ministère pourra prendre toutes les responsabilités, mais il y en a sûrement en lien où il va y avoir des éléments qui vont être dictés par ce ministère-là, qui vont sûrement rejaillir sur l'éducation pour ensuite redescendre là, vers les milieux, vers la population, vers les jeunes dans leur éducation. Julie? Moi, ce serait vraiment dans quels investissements ils vont faire finalement, selon moi, qui vont avoir un gros impact. S'ils investissent beaucoup, beaucoup d'argent dans la création de dépliants, de sensibilisation, de communication. Et de communication, ça peut être un coup d'épée dans l'eau. Si on utilise, par exemple, les acteurs du milieu qui sont déjà impliqués, qui sont déjà dans le réseau, des organismes, qu'on donne du financement concret à des gens qui vont créer des ressources, qui ont déjà un contact avec les profs, qui ont déjà un réseau établi, bien là, je pense que ça pourrait être une bonne voie. Oui, tout à fait, parce qu'il ne faut pas recommencer un système qui est déjà en place. Et ce que j'entends de vos interventions, c'est l'effet levier qu'on va aller chercher en multipliant justement le reach, la portée dans la communauté, parce qu'il y a aussi des très bonnes ressources qui sont soit en Abitibi, en Gaspésie, puis qu'à ce moment-là, on peut les activer. Puis évidemment, la connectivité étant... mettons ça partout, mais c'est encore drôle parce qu'il y a bien des places qui sont encore au bon vieux fax avec une ligne à 14K, là, mais ça veut dire que ça, une fois réglé comme problématique, ben là, à ce moment-là, tout le monde va pouvoir y contribuer et non pas juste dire « Ah, c'est les centres urbains, les centres de décision qui vont le faire ». Non, non, non. Mm-hmm. La distribution de la charge de travail, puis en même temps, d'aller puiser dans toutes ces ressources-là aux quatre coins de la province, ça va être fantastique le résultat à la fin parce que tout le monde va en tomber, va en bénéficier. Il nous reste 1 minute 30. Un mot de la fin. Est-ce qu'il y en a qui voudraient donc conclure quel serait notre meilleur objectif à court terme pour mettre ça en place? Ben, en fait, si je peux terminer sur une bonne note. Steve, dans le fond, tu sais, honnêtement, on a quand même eu à interagir un peu avec le ministère d'une manière, de manière directe ou indirecte, tous les deux. Puis quand même, je pense que le ministère, au niveau du ministère de la cybersécurité, reste quand même quelqu'un qui est très collégial puis aime beaucoup travailler avec les acteurs du milieu. Fait en ce sens-là, pour rajouter un peu de poids à ce que tu disais, là, justement, puis à ce que d'autres acteurs, d'autres personnes présentes disaient aussi, j'ai quand même l'impression qu'ils seraient ouverts justement à aller s'assurer d'aller chercher là, de tout le monde à gauche et à droite pour travailler ensemble, plus que juste avoir une ligne qui provient du gouvernement, puis that's it. Je pense qu'il est quand même prêt à aller chercher tous les acteurs de la société civile pour aider à ce niveau-là. Oui, ce ne sera pas un message unique à connotation gouvernementale, mais comme tu as dit, Gabriel, je crois aussi qu'ils ont, avec l'approche qu'ils ont déclarée, ils ont cette approche-là d'ouverture, puis de faire le maximum avec toutes les ressources autour pour justement amener ce changement positif envers tout le monde. Ouais. Puis je pense que c'est important de se rappeler puis de garder en tête aussi que quand on parle d'éducation de cybersécurité, on ne parle pas nécessairement de faire des experts en cybersécurité des jeunes, mais de leur apprendre à être safe. Comme de la même façon que tu apprends un enfant à traverser la rue en regardant des deux côtés, c'est plus pourquoi la cybersécurité existe et en quoi ça les concerne et de quoi ça les protège. Donc, tu sais, je sais qu'on a fait beaucoup de références à la citoyenneté numérique, on est plus sur un événement de cybersécurité, mais ils sont tellement reliés. Et comme je disais tantôt, c'est plus qu'un pare-feu, ça commence par toi.
Fait que c'est juste de ramener le fait que tu es un citoyen numérique, tu es un citoyen physique, mais les deux concordent ensemble et c'est ça qui est important de renforcer chez les jeunes. C'est fantastique, ça finit sur une très belle note. Au bas d'écran, nous avons justement le channel Discord avec lequel vous pourrez transmettre vos questions, avec lesquelles on pourra interagir et y revenir dans un avenir rapproché. Et c'est tout le temps qu'on a, messieurs, dames. Merci à tous sur la table. Ça fut fort agréable et fort éducatif. Anne-Marie, je te retrouve. Oui, merci beaucoup à tous. C'était vraiment intéressant. Donc, merci Serge, merci Steve, Gabriel, Julie, Luc. N'hésitez pas, comme Steve l'a dit, si vous avez des questions, d'aller sur le Q&A. Ça leur fera plaisir de vous répondre. À tantôt tout le monde. Salut. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée.